Merci beaucoup pour votre invitation. Mesdames, Messieurs, donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, moi je vais vous parler aujourd'hui en ce qui me concerne, après le point de vue de la sociologie et le point de vue de l'économétrie, je vais vous donner un peu le point de vue de la science politique, qui s'inspire évidemment de la sociologie et de l'économétrie. Tout cela, évidemment, est très cousin. Mais sur un autre terrain, parce que je vais vous parler de la méritocratie, de son inscription sur le registre sociopolitique. Au CEVIPOF, on fait surtout de la science politique et aussi de la sociologie politique. Donc on s'intéresse effectivement aux phénomènes sociaux, aux phénomènes de sélection, aux phénomènes de transformation sociale, mais évidemment aussi aux représentations que ces transformations suscitent et génèrent. Parce que les acteurs sociaux ne sont pas simplement des atomes ou des unités, je dirais, qu'on pourrait un petit peu assimiler à des particules élémentaires. Donc on est effectivement dans un ensemble complexe. Et alors, complexe, mais en même temps qui est tout à fait d'actualité. Et je pense que pour faire œuvre de science politique directement, on pourrait très bien faire une lecture de l'élection présidentielle de 2022 dans les termes d'une lutte sur la question méritocratique. J'y reviendrai, mais c'est vrai qu'elle est en arrière-fond du malaise démocratique actuel et du débat actuellement sur justement l'évolution de la démocratie, ses impasses et la question de la défiance à l'égard des institutions, et pas seulement de l'institution scolaire, mais de l'ensemble des institutions sociales qui caractérisent la France. Alors, sous forme de prolégomène, là, je vous épargnerai quand même. J'aurais pu vous faire un PowerPoint, mais je ne l'ai pas fait, puis j'étais un peu fatigué. Là, c'est la fin de l'année, un petit peu. Donc je ne vais pas vous donner trop de statistiques. Je vais essayer d'aller plutôt sur un terrain plus problématique. Je pense on peut partir pour essayer de comprendre cette relation entre méritocratie, confiance, malaise démocratique. On peut partir de trois questions, et donc trois ensembles de questions, et donc de trois tensions. Premier point problématique, en quelque sorte, et réellement problématique, c'est qu'on a effectivement une articulation assez obscure entre, d'un côté, tout le débat sur l'excellence, la sélection, la performance. Donc, on a vu effectivement toutes les questions que cela posait en termes de sélectivité sociale, de mobilité sociale, ou en termes de sélection scolaire dans les deux contributions précédentes. Le problème étant que derrière si vous voulez, tous ces éléments de sélectivité sociale, vous avez quand même une question qui se pose, qui est une question sociopolitique, à savoir comment objectiver l'ordre social et notamment l'ordre républicain, puisque la République est un régime qui est fondé sur une philosophie positiviste et donc sur l'idéal de progrès, de laïcité, de neutralité et donc de scientificité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au cœur du débat sur la méritocratie, vous avez un glissement qui rend la question donc effectivement assez difficile à appréhender entre cette idée de sélection, de performance, qui renvoie finalement à une forme de scientificité, glissement qui va nous conduire progressivement vers l'idée d'une efficacité économique. Parce que dans le fond, si on sélectionne les meilleurs, c'est pour qu'ils soient utiles. Bon. Donc on a quand même cette idée derrière de gestion utilitariste de la société, de l'institution scolaire, et cela débouche sur des registres aujourd'hui très présents, qui sont évidemment développés dans les entreprises privées, mais surtout, et qui ont été registres repris et réactualisés sur le terrain politique, notamment par le macronisme, à travers le management, c'est-à-dire, dans le fond, la gestion des sociétés, et c'est les moyens que l'on peut se donner en termes politiques pour essayer de rendre les réformes plus efficaces, ou la société plus productive, ou les individus mieux intégrés dans l'espace social. Donc vous avez, si vous voulez, une véritable question, un véritable problème de glissement entre ces registres, si vous voulez, à la fois d'un côté de la science, la technique, en quelque sorte, jusqu'à la gestion et donc à ce qu'on peut appeler la technocratie, qui est en fait un modèle d'action qu'on a un peu caricaturé, puisqu'en fait, la vraie technocratie qu'on a pu connaître sous la 4e République, c'est un régime qui finalement est aux mains des hauts fonctionnaires et non pas des élus, qui contournent la démocratie représentative. Mais là, on n'est pas dans cette technocratie à l'ancienne, on est dans une technocratie nouvelle,
c'est-à-dire dans la récupération par le politique, justement, de la rationalité managériale et donc dans son travail de mise en œuvre d'une rationalité de l'action publique. Et là, si vous voulez, vous avez un vrai problème social qui se pose et qui repose la question sociologique, à savoir que, évidemment, où se situe vraiment le pouvoir? C'est-à-dire, s'agit-il... Alors, première question, est-ce que ce sont les élus ou les entourages? Et puis, deuxième question... que la première, elle n'est pas très compliquée, en fait, il y a un mélange entre les deux. La deuxième, qui est plus complexe, qui relève justement, qui renvoie justement à la méritocratie scolaire, c'est la question de savoir si on n'assiste pas justement dans les parcours professionnels, dans les parcours scolaires, à un redéploiement de tout ce qui est ingénierie technique vers tout ce qui est commercial. Et quand on étudie, moi j'ai eu l'occasion d'étudier un certain nombre de grands corps de l'État, et notamment de grands corps techniques, issus de Polytechnique, on voyait qu'il y avait des luttes internes extrêmement fortes pour, à travers les différentes réformes de ces écoles, occuper des positions de pouvoir sur le registre commercial, au sein de la direction des grandes entreprises privées, alors que le registre purement technique, c'est-à-dire scientifique, sur lequel ces personnes avaient été sélectionnées, était finalement abandonné, car peu intéressant sur le plan social et sur le plan de la promotion ou de la mobilité sociale. Donc vous voyez, si vous voulez, cette première problématique, en quelque sorte, de ce qui sert à justifier le système et de ce qui sert ensuite à être utile dans la mobilité sociale. Deuxième problème, deuxième tension, c'est la question à la fois de la méritocratie dans ce qu'elle revoit à l'idée ou à l'idéal d'une société juste, et à la question de la reconnaissance sociale. Alors là, on a effectivement une autre tension, à savoir que dans le fond, l'idée de société juste, ça vous renvoie, si vous voulez, à la justification d'un État-providence qui donne des chances égales à tout le monde, à travers l'école notamment, afin de compenser les inégalités de départ. Alors on voit bien que cette compensation, on a vu dans les présentations précédentes que cette compensation était très irrégulière ou très partielle, même si elle fonctionnait quand même. Donc on a cette idée de compenser les inégalités sociales de départ, de donner toutes les chances à tout le monde, et donc on a la formule classique qu'on a entendue assez récemment, à savoir « je suis le pur produit du mérite républicain », c'est-à-dire origine modeste, études brillantes, et finalement j'arrive à des situations d'autorité ou des situations de pouvoir, sauf que bien entendu, quand on étudie un peu le système des élites en France, on s'aperçoit que tous les ingénieurs des ponts ne finissent pas Premier ministre, et que tous les historiens ne finissent pas ministres de l'Éducation nationale non plus. Donc il y a quand même parfois des étapes intermédiaires, et notamment le fait d'avoir des parcours qui mènent en cabinet ministériel ou dans des réseaux avec des ressources sociales tout à fait particulières. Donc là, on a effectivement un vrai sujet, si vous voulez, qui consiste à, d'un côté, dire voilà, on a fait un effort méritocratique, donc républicain, et puis finalement, au bout du compte, on a un résultat. Et ce résultat pose la question de la reconnaissance sociale du succès. Voilà. Et là, vous avez un vrai problème, et on le voit très clairement dans les enquêtes qu'on peut mener au CEVIPOF, notamment les enquêtes systématiques que nous faisons à travers le baromètre de la confiance politique qui a été créé en 2009 et dont nous réitérons régulièrement, annuellement, l'exercice. Là, on va sortir exceptionnellement une deuxième vague du baromètre à la suite de l'élection présidentielle. Mais vous avez une question qui est formidablement présente en France, qui est celle du mépris social. C'est-à-dire que vous avez quand même pratiquement la moitié, un peu plus de la moitié des Français qui estiment être considérés avec mépris. Et ce qui est beaucoup plus grave, si vous prenez les catégories supérieures, c'est-à-dire profession libérale, cadre, vous les interrogez, comment la société vous traite-t-elle? Vous avez le quart d'entre eux qui vous disent, elle me traite avec mépris. C'est quand même significatif. Donc on a un vrai problème de ce côté-là, parce qu'une fois qu'on a établi le principe du mérite républicain, il se pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui échouent? Donc est-ce que l'échec est rédhibitoire? Et là, c'est vrai que vous avez un vrai problème qui est celui, justement, on a abordé la question des concours, des écoles préparatoires, des classes préparatoires et des grandes écoles. Mais c'est vrai que le système français est un système à coup près, c'est-à-dire qu'il y a des concours qu'il ne faut pas rater. C'est vrai que quand vous regardez la structuration des élites françaises,
vous vous rendez vite compte que si vous n'avez pas fait Polytechnique, si vous n'avez pas fait Normal Sup, si vous n'avez pas fait l'ENA, on verra pour l'Institut national du service public qui l'a remplacé si ça donne quelque chose, mais enfin jusqu'à présent on parle encore d'ENARC, eh bien vous avez quand même de beaucoup plus grandes difficultés à mener une carrière brillante qui vous mène très loin. Donc si vous voulez, vous avez un vrai problème de, je dirais, de récupération, entre guillemets, de ceux qui échouent, et on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. C'est-à-dire que vous avez vraiment une question de reconnaissance sociale qui devient extrêmement, qui se focalise sur simplement les heureux, je dirais, récipiendaires des diplômes les plus recherchés. Et puis, si vous voulez, vous avez effectivement une deuxième question qui se pose, c'est la création, donc, dans ce cadre, d'une hiérarchie sociale. Et là, le problème se pose parce que jusqu'où, effectivement, le mérite républicain va justifier cette hiérarchie sociale. Et comme je vous disais tout à l'heure, il ne suffit pas de sortir d'une grande école, d'être brillant, d'avoir de bonnes notes pour réussir dans la vie. Et donc vous avez en ce moment, je le résume très simplement, mais deux phénomènes. Vous avez d'une part un phénomène d'opacification de la réussite sociale. Alors contrairement à ce qu'on nous dit c'est la société des données, hein, on vit dans la société des data. Et puis de l'autre côté, en réalité, on s'aperçoit que les trajectoires souvent biographiques sont difficiles à reconstituer et elles sont souvent assez opaques. Et puis de l'autre côté, on vous dit, voilà, finalement, de l'autre côté, si vous voulez, bon, voilà, avec le progrès de l'école, on va arranger, on va intégrer la société, sauf qu'effectivement, derrière, vous avez toutes sortes d'étapes professionnelles ou d'étapes de vie qui passent par la politique, qui passent par les ressources familiales, qui passent par des réseaux, et notamment parentaux, et qui vont jouer un rôle tout à fait décisif non seulement dans l'orientation, mais dans le succès final, c'est-à-dire non pas le classement de sortie, c'est un point qu'on doit examiner, mais ce qu'il advient des anciens élèves 10 ans après, 20 ans après, et on s'aperçoit, comme j'ai pu m'en apercevoir quand j'ai fait des études sociologiques sur la trajectoire des énarques, qu'au bout de 10 ou 15 ans plus tard, c'était pas tellement, je dirais, les notes obtenues à l'entrée de l'ENA qui comptaient que le fait d'être passé par des cabinets ministériels, d'être dans des réseaux particulièrement intégrés sur le plan politique, ou d'avoir effectivement des ressources tout à fait particulières sur le terrain familial. Donc voilà, ce deuxième problème, c'est le problème du mépris de la reconnaissance sociale. C'est une fois qu'on a établi le principe du mérite, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui perdent? Et est-ce que dans le fond, la hiérarchie sociale repose vraiment sur le mérite? Bon, voilà, ça c'est une question qui reste quand même posée de plus en plus, d'autant que cette méfiance, justement, à l'égard des institutions, n'a fait que croître. Troisième problème, si vous voulez, c'est effectivement, et là sur un terrain évidemment plus classique de la science politique ou de la théorie politique, c'est la question du rapport entre l'égalité des résultats et l'égalité des règles, ou l'équité des règles. Donc c'est le rapport entre égalité et équité des règles. Alors effectivement, là on retrouve un vieux débat sur le libéralisme, mais il ne faut pas l'écarter tout de suite parce que, en fait, quand on observe la société actuelle, on s'aperçoit que les idéaux libéraux, bien que fortement contestés, on pourra en discuter, sont quand même très présents, notamment dans une partie de la jeunesse, en matière de réussite sociale, c'est-à-dire l'idée que, dans le fond, l'institution scolaire, c'est très bien, les diplômes, c'est très bien, mais la réussite ne passe pas forcément par ces institutions, et on a des modèles, notamment le modèle américain, qui vous fournissent des exemples de réussite particulièrement prestigieuses en dehors des circuits convenus des grandes universités. Mais disons, ce débat autour du libéralisme, il est tout à fait présent aujourd'hui. Et là, on arrive, si vous voulez, et j'en avais touché un mot à l'instant, à la question de savoir comment justement organiser le système des élites. Parce que dans le fond, on nous a parlé des grandes écoles, effectivement, des classes préparatoires, des origines sociales. Et c'est vrai qu'on est confronté là à une vraie question en France, qui est la justification, la légitimation des élites. Parce que, en fait, et théoriquement, on se retrouve dans une impasse. C'est-à-dire que même dans une société parfaitement égalitaire, parfaitement démocratique, vous aurez toujours des élites. Et ça, je reviens à la bonne vieille théorie de Robert Mitchells, hein, qui est, enfin, disons, son aphorisme, c'est la loi d'airain des oligarchies. Alors, je rappelle comme ça, pour mémoire, que Mitchells avait étudié le SPD allemand, et
il avait montré que, dans le fond, le SPD allemand, qui était une structure parfaitement démocratique, avait généré une oligarchie en interne, tout simplement parce que la division du travail imposait une spécificité et une spécialisation qui faisait que certains militants du SPD avaient plus de pouvoir que d'autres et finissaient par en constituer la direction. Et il a généralisé son analyse, et c'est vrai que il fait partie de toute cette école de sociologie des élites bien connue, de l'école italienne. Vous avez quand même ce phénomène oligarchique qui est omniprésent. Et le problème, inversement, c'est que même si vous ouvrez complètement le système dans une société libérale, vous aurez quand même, et vous n'éviterez jamais, le poids des ressources sociales. Ce qui fait que vous avez toujours, aujourd'hui, la réactualisation permanente de l'ancien débat, du très vieux débat, si vous voulez, entre l'école pluraliste en matière d'élite, de sociologie des élites, qui était celle, par exemple, illustrée par Robert Dahl, qui montre notamment à la fin des années 50, dans la ville de New Haven aux États-Unis, que dans le fond, il n'y avait pas une oligarchie unie, mais qu'il y avait dans le fond un ensemble de groupes élitaires en concurrence et en compétition, plus ou moins en alliance pour gérer la ville. Donc il y avait les élus, il y avait la police, il y avait les commerçants, il y avait les représentants du business local. Donc une théorie donc libérale et pluraliste, et puis, bien entendu, à son opposé, en symétrie, Charles Wright Mills, avec, si vous voulez, son propos, je dirais, marxisant, qui consiste à montrer qu'il y a une véritable oligarchie aux États-Unis, où, dans le fond, toutes les élites s'intègrent, notamment à Washington, à travers un complexe militaro-financier, industriel. Et donc vous avez forcément, pour lui, une forme d'intégration de ces élites dans un noyau dur qui se sépare du reste de la population. Donc si vous voulez, vous avez donc cette question qui est là, qui est très présente, qui est donc de savoir, est-ce que dans le fond, à travers ce débat donc dans cette troisième problématique de l'égalité des résultats, qui est impossible à obtenir, la loi d'airain des oligarchies, les différents mécanismes de sélection sociale. Est-ce que, à travers l'égalité des résultats, on peut résoudre le problème? Est-ce qu'on peut résoudre le problème à travers l'équité des règles? Et là, on se retrouve effectivement vraiment dans une impasse, je dirais, théorique. On n'a pas de réponse, en réalité, à ces questions aujourd'hui. Et c'est là l'une des sources de la défiance croissante qu'on observe, notamment en France, car ces questions relève bien entendu d'un registre politique qui est celui de l'inacceptabilité sociale et politique, de l'inégalité fondamentale que génère le système, non seulement capitaliste, mais le système social en tant que tel, dans un régime républicain. Inégalité qui est souvent beaucoup plus acceptée dans des systèmes non républicains, ou disons plus libéraux, qu'on peut trouver en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors, à partir de ces trois problématiques, on se retrouve en fait face effectivement à une mise en cause de tous les mécanismes méritocratiques ou présentés comme tels, et donc un phénomène de défiance généralisée, mais pas seulement à l'égard de l'école, même si elle obtient des bons scores finalement en termes de confiance globale, mais à l'égard de l'ensemble des institutions sociales, et notamment à l'égard des institutions politiques nationales. Donc aujourd'hui, premier point, si vous voulez, cette défiance, elle est très fortement ancrée en France, bien plus que dans tous les autres pays de taille comparable en Europe, dans l'idée que, dans le fond, eh bien, on n'a pas, si vous voulez, confiance, surtout dans les institutions politiques nationales, de moins en moins dans les institutions politiques locales, sauf le maire, et encore, les choses sont en train de dégénérer. Je vous en dirai deux mots, mais c'est vrai que vous avez une relation citoyenne qui est en train de se décomposer et ce qui provoque un certain nombre de violences interpersonnelles et donc de mise en cause de l'institution en tant que telle. Donc vous avez un problème, si vous voulez, de reconnaissance des institutions en France. Et donc là, vous avez vraiment une spécificité française, et on a pu vraiment le tester lors de la crise de la Covid-19, parce qu'on avait fait l'enquête du baromètre confiance auprès non seulement de la France, mais de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni, qui n'avaient pas des résultats bien meilleurs qu'en France, et même souvent plus mauvais, mais en fait, c'était des résultats qui, dans le fond, s'intégraient au débat politique classique de régime parlementaire, sans provoquer cette espèce de fracture interne qu'on a pu observer en France en termes de confiance.
Donc c'est à la fois une méfiance à l'égard des institutions et de leur, je dirais, de leur signification profonde et de leur utilité. C'est une crise sur le plan purement politique de l'intermédiation politique, c'est-à-dire évidemment de la démocratie représentative, donc des élus, mais aussi des partis politiques, des syndicats, des médias, des réseaux Internet. Alors, vous savez, une des tartes à la crème récente, c'est de dire « Ah bah oui, mais vous savez, vous avez les réseaux sociaux, donc ça va renouveler la démocratie, ça renoue le lien de confiance. » Non, pas du tout. En fait, ça crée des communautés internes très structurées. Et en fait, le niveau de confiance est extrêmement bas. Je crois qu'il doit être de l'ordre de 17-18% de personnes qui ont confiance dans les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas en faire une espèce de mécanisme de béquille de la République. Donc, si vous voulez, on en arrive à un point où, et justement, quand on l'a étudié à travers la crise de la Covid-19, où cette défiance a touché l'ensemble des institutions, et notamment, justement, de la production de statistiques, et de statistiques officielles. C'est-à-dire que vous avez une très grande proportion, entre 50 et 60% des personnes interrogées. Bon, je vous fais grâce, hein, on voit sur les travaux que vous pourrez trouver sur le site du CEVIPOF ou ailleurs pour les chiffres. Mais globalement, vous avez une très forte défiance à l'égard des statistiques officielles, que ce soit les statistiques concernant le chômage, concernant évidemment la crise sanitaire, concernant l'inflation maintenant, bien entendu. Hein, donc vous avez cette remise en cause de la scientificité même du régime. Et donc, derrière tout ça, ça va loin, parce que dans le fond, on en arrive à comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, entre guillemets, parce que ce n'est pas du vrai populisme, j'y reviendrai. Mais c'est l'idée que, dans le fond, on assiste à la remise en cause du débat en raison, qui est au fondement même de la République. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à remettre en cause, non pas les résultats des analyses statistiques, mais l'analyse statistique elle-même, en disant de toute façon, je n'y crois pas, on assiste à un glissement progressif de l'argumentaire qui passe du registre rationnel au registre, je dirais, de la croyance, de l'affectif et, je dirais, de la conviction personnelle. Et là, ça, c'est assez significatif quand on regarde l'évolution, effectivement, d'un certain nombre de représentations de la science, et on assiste notamment à l'émergence de ce qu'on a pu appeler le complotisme. Alors aujourd'hui, on dispose, si vous voulez, de batteries complètes, de modules complets pour créer des indices de complotisme. Alors savoir, est-ce que, dans le fond, il y aurait des gens qui manipuleraient les données statistiques pour faire croire un certain nombre de choses. Alors ça, c'est la version la plus gentille. Et puis ça va jusqu'à, finalement, il y a des autorités secrètes qui manipulent l'ensemble de la politique nationale et internationale, et puis alors ça peut aller jusqu'aux Illuminati, aux réseaux sociaux, aux extraterrestres, etc. Bon, ça peut aller très loin. Donc il y a eu un certain nombre d'enquêtes aussi aux États-Unis là-dessus. Alors sans aller aussi loin qu'aux États-Unis, en France, on voit aussi que ce complotisme est quand même assez bien installé. Et il va toucher effectivement une partie de la population qui partage d'une manière générale cette défiance à l'égard de tout. C'est-à-dire que vous avez vraiment un phénomène qui commence à devenir très inquiétant, qui concerne aujourd'hui une grande partie de la population. C'est une forme de ce qu'on peut appeler d'anomie, pour reprendre le terme de Durkheim, à savoir de non-identification à un lien social quelconque, une perte je dirais, de repères sociaux. Donc vous voyez, vous avez un phénomène sociopolitique qui part, si vous voulez, de la remise en cause de la science, donc de la méritocratie, et qui va rendre inutiles les processus démocratiques qu'on essaie de mettre en route pour, je dirais, combler ce déficit de démocratie. Parce que souvent on nous dit « Ah ben voilà, on va changer le mode de scrutin, on va passer à la proportionnelle, on va changer la Constitution, on va faire des référendums. » Bon, ben c'est très bien, sauf que sur le fond, c'est pas le problème. Le problème, c'est que de toute façon, c'est le résultat qui est, non seulement le résultat qui est considéré comme truqué, mais le processus même qui est considéré comme manipulé par des élites qui sont en fait de nature oligarchique et donc toutes alliées ou en partenariat étroit les unes avec les autres. Et donc on n'aura pas forcément un renouveau on pourra en parler hein, si vous voulez, mais on n'a pas forcément derrière tout ça un renouveau de la confiance et je dirais de la capacité, d'une capacité réelle d'adhésion au système sociopolitique. Donc voilà, ça c'est vraiment important parce qu'il faut bien comprendre que donc derrière la méritocratie, vous avez donc
l'échec de toutes les procédures d'évaluation des politiques publiques aussi, puisqu'on nous dit, ben voilà, on va évaluer les politiques publiques, on va renforcer les contrôles, sauf que face, disons peut-être à 30-35% de la population, des enquêtés qui vont dire, de toute façon, je n'y crois pas, vos statistiques sont fausses, tout ça c'est fabriqué, tout ça c'est fait pour nous faire avaler un certain nombre de vérités prédéterminées, et donc de toute façon, vous avez un véritable problème donc, de véracité et de crédulité. Le problème, deuxième point, c'est que aujourd'hui, on assiste quand même, derrière tout ça, à l'émergence en fait de deux anthropologies politiques. Pour le dire simplement, vous avez, je résume un petit peu pour pas être trop long, mais si vous voulez, vous avez quand même une opposition très claire qui s'est jouée là en 2022, qui continue à se jouer, entre deux registres, si vous voulez. L'un qui va se développer sur un terrain de la confiance, et l'autre sur le terrain de la défiance. Alors je regrette quand même de ne pas avoir présenté un PowerPoint, parce que j'aurais dû vous montrer quand même ces diagrammes, ces histogrammes extrêmement contrastés qui montrent que vous allez vraiment avoir une fracture au sein de l'électorat. Donc, si vous voulez, le bloc, pour parler politique, hein, puisqu'il faut quand même parler en sciences politiques, on est bien obligé de parler de sciences politiques un petit peu. Vous avez le bloc macroniste, MoDem, enfin PS, UDI et LR, qui, disons, grosso modo, va réunir plutôt des électeurs diplômés, classe moyenne, classe supérieure, mais qui sont vraiment représentatifs maintenant de cette anthropologie, je dirais, de la complexité. Alors, ça va... C'est un lien, si vous voulez, logique qu'on voit dans toutes les enquêtes. Donc, ce sont des enquêtés, ce sont des électeurs qui admettent l'idée de représentation, hein, donc de séparation entre les élus et les électeurs, qui admettent l'élitisme, qui s'inscrivent plutôt dans le temps long, hein, dans des procédures longues, qui jouent la carte de la macroéconomie, hein, du budget, des équilibres, des déficits, et qui ont largement confiance dans l'ensemble des mécanismes. On pourra revenir parce que ça s'associe aussi à, je dirais, une idée assez, je dirais, positive de leur mobilité sociale. Et puis, effectivement, vous avez tout l'anthropologie qu'on pourrait dire populiste, mais alors il faut revenir là-dessus parce qu'on a un peu trop abusé de ce terme ces derniers temps, c'est devenu un peu un mot valise, dans lequel vous trouvez... Je vais m'expliquer. On trouve plutôt l'idéal de simplicité, d'action directe, hein, de circuit court. On trouve l'idée non pas d'Europe, mais plutôt de souverainisme. Alors ça se décline à gauche et à droite. Et puis les affects, plutôt que la rationalité. Et là, bien sûr, vous avez une défiance extrêmement forte. Et quand je suis critique du terme de populisme, c'est parce qu'en fait, on n'est pas dans le modèle historique classique du populisme, qui consiste à dire, voilà, dans le populisme classique, qui va être représenté par exemple par le péronisme en Argentine ou par des révolutions anarchistes au Mexique avant la guerre de 14, ou évidemment par le castrisme à Cuba, encore pire par le fascisme italien, voire le nazisme allemand. Si vous voulez, on n'est pas dans cette logique de la célébration du leader maximo, on est plutôt dans la logique, une logique, je dirais, plutôt de diffusion horizontale. Et c'est là du pouvoir. Et c'est là que le néo-populisme n'est pas du populisme, c'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui défendent aujourd'hui l'autorité et le pouvoir vertical, ce ne sont pas les classes populaires, ce sont les classes supérieures. Globalement, pour le dire simplement. Donc on n'est pas du tout dans un cadre classique de populisme, où au contraire, ce sont notamment ou la paysannerie ou les ouvriers qui soutiennent plutôt un pouvoir centralisé extrêmement fort. Et par ailleurs, on n'a pas non plus effectivement tous les éléments qui caractérisaient ces mouvements populistes, à savoir un idéal de parti unique, l'interdiction des syndicats, etc. Donc il faut être très attentif parce que dans le fond, on a bien quelque chose qui se joue, une fracture profonde autour de cette question de la défiance et donc des critères, je dirais, de rationalisation de l'action publique et du monde politique, mais il faut donc fracture réelle, mais qu'il faut pouvoir interpréter, sur laquelle, bien sûr, on travaille actuellement, parce que c'est pas très simple. Alors, évidemment, donc ça amène au troisième point, qu'est-ce qui va jouer sur la confiance ou la défiance? Parce que dans le fond, évidemment, c'est ça la grande question. Et c'est une question qui a été longtemps assez largement inexplorée,
parce que, si vous voulez, vous avez eu un certain nombre de travaux. Alors, vous avez eu beaucoup de travaux chez les économistes, qui sont souvent assez décevants, parce que, finalement, le monde économique, notamment le monde de la bourse, le monde des marchés, repose sur la confiance, hein, avec des marchés, des contrats à terme. Et puis, dans le fond, les interprétations économistes sont économistes. C'est-à-dire que, dans le fond, vous faites confiance parce que vous avez intérêt à faire confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance, vous ne pouvez plus faire affaire. Donc, si vous voulez qu'il y ait un réseau, hein, il faut que le réseau tienne, et donc il faut qu'il y ait une interrelation relativement fiable. Donc, pour revenir sur la définition de la confiance, comme capacité de s'engager sur un long terme vis-à-vis des autres, sur un certain nombre de termes d'accord, et en faisant le pari que cet accord sera respecté. Mais ça, c'est une vision très économiste. Vous avez eu un certain nombre de sociologues comme Putnam qui ont ramené ça plutôt à la question je dirais, de l'accumulation de capital social, mais de manière assez confuse. Enfin bon, il montrait qu'effectivement, vous aviez plutôt ceux qui se désocialisaient, perdaient confiance, mais se dépolitisaient aussi. Mais en fait, en réalité, on n'avait pas vraiment l'explication de ces mécanismes. Alors effectivement, après, vous pouvez faire des analyses très classiques en termes d'âge, de diplôme, de catégories socio-professionnelles, etc. Donc, ce que j'ai notamment fait dans mon dernier bouquin, mais en fait, ce qui apparaît très fortement, c'est que le véritable élément qui s'avère décisif aussi bien en France qu'en Italie, qu'au Royaume-Uni, qu'en Allemagne, c'est effectivement le fait qu'on considère que la société est méritocratique. Donc à partir du moment où justement cette idée de mérite que je vais un petit peu décrire est reconnue et que dans le fond elle est, je dirais, elle est réelle, que cette méritocratie est réelle, eh bien vous avez des phénomènes de confiance bien plus marqués que si vous refusez cette idée. Alors évidemment, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les techniques d'analyse statistique, mais que globalement, si vous voulez, on peut utiliser un certain nombre. Bon, moi j'avais utilisé un indice un peu composite avec l'idée, pour mesurer la méritocratie, que est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Par exemple, je prends quelques exemples pour illustrer mon propos, pour pas que ça soit trop brumeux. Mais par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on peut réussir en France sans appui particulier avec son propre travail? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'en faisant des efforts, chacun peut réussir dans la vie? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que dans la société, les règles du jeu sont les mêmes pour tous? Par exemple, vous voyez, vous avez un ensemble, vous avez un indice. Alors c'est pratique les indices avec 3 questions, parce que ça fait de 0 à 3. Après, on peut le dichotomiser entre un niveau haut et un niveau bas. Et globalement, ça vous donne 44% des enquêtés qui pensent que le système est relativement méritocratique. Voilà. Donc on a quand même pas une majorité, mais on a une mesure relativement précise du sentiment de la représentation méritocratique, qu'on peut évidemment compléter par d'autres indicateurs. C'est un débat extrêmement complexe et riche, évidemment, parce que par ailleurs, quand même quelques chiffres, hein, à défaut de PowerPoint, on s'aperçoit que 36% des enquêtés pensent que la société est juste. 51% des enquêtés pensent que l'école donne les mêmes chances à tous. C'est pas trop mal, 51. Mais 61% des... Ah, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, 61% des enquêtés pensent que beaucoup de gens qui sont en haut de l'échelle sociale ne le méritent pas vraiment. Donc, ce qui est quand même aussi très intéressant. Et cet indice méritocratique, effectivement, joue énormément sur le niveau de confiance. Je prends un exemple très simple. Donc, vous avez un indice qui va de 0 à 3 en fonction du nombre de réponses positives, quelque chose de très simple. Puis, vous avez par ailleurs un indice de confiance dans les institutions politiques. Et quand vous êtes à 0 sur l'indice de méritocratie, vous avez 19% des enquêtés qui ont confiance dans les institutions politiques. Quand vous êtes à 3, on passe à 77% qui ont confiance dans les institutions politiques. Donc là, on a vraiment de grands écarts statistiques qui écrasent absolument tout et qui sont tout à fait significatifs. Donc on a vraiment derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a justement? Question. On a effectivement l'idée d'une forme de, je dirais, de cohésion sociale qui est reconnue et d'une règle du jeu commune qui est partagée. Alors évidemment, ça renvoie à l'idée de qu'est-ce qui fait qu'on va considérer que le système est méritocratique ou pas? Parce que c'est ça, on va dire, bah oui. Alors c'est vrai que si on regarde ceux qui se placent en haut de l'échelle sociale, si vous faites une échelle, par exemple, subjective, en demandant aux gens de se positionner eux-mêmes sur une échelle de 0 à 10,
en disant, ben voilà, dans la société, il y a des groupes qui sont à des places différentes. Vous vous situez où? Comment? Ça marche très très bien. Alors là, effectivement, ceux qui se mettent entre 7 et 10, ils vont être très fortement favorables à la méritocratie. Alors, bien sûr, on va dire, bah oui, ceux qui ont réussi, c'est naturel, ils considèrent que le système est méritocratique, ils ont mérité leur succès, et donc, évidemment, pour eux, le système est juste, ils n'ont pas triché, même si, par ailleurs, bon, ils considèrent que, bon, voilà, il y aura des améliorations à apporter. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas autant que ça, parce que, dans le fond, quand on regarde l'ensemble des variables, et là, je vous fais la version abrégée, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas attaché à la méritocratie en fonction de ce positionnement personnel. Ce n'est pas non plus en fonction du niveau de diplôme, parce qu'on pourrait dire, bah oui, les diplômés, ils ont fait des grandes écoles, donc ils considèrent que le système méritocratique est une réalité. Non, pas du tout. C'est pas une question d'âge. Parce que là, il y a tout le débat sur les générations, on pourrait dire, bah oui, autrefois c'était mieux, etc. Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment une question politique, c'est une question de positionnement politique, et notamment de niveau de libéralisme économique. C'est-à-dire qu'en fait, et ça rejoint évidemment les critiques les plus radicales de la méritocratie, vous avez, si vous voulez, deux facteurs qui vont jouer beaucoup deux variables qui vont jouer beaucoup sur ce niveau d'adhésion à l'idée que le système français est méritocratique, c'est le degré de libéralisme économique, c'est-à-dire liberté des entreprises, la liberté, je dirais, de faire des affaires, réduire le nombre de fonctionnaires, réduire les impôts, etc. Enfin, on a toute une batterie de questions qui permettent de mesurer le libéralisme économique. Et d'une part, et d'autre part, un sentiment d'autonomie sociale. C'est-à-dire l'idée que, dans le fond, on peut faire ce qu'on veut de sa vie, qu'on a le choix de ses options, qu'on est relativement libre et qu'on n'est pas conditionné par son origine sociale et que, dans le fond, la société est relativement ouverte. Et ça, c'est un élément aussi qui est très important. Mais en réalité, vous avez vraiment une adhésion à l'idée méritocratique qui est purement politique. On n'a pas, moi, en tous les cas, en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas trouvé de lien qui serait particulièrement fort à partir simplement, je dirais, des positions sociales ou du niveau de diplôme. Donc on a vraiment, ce qui est terrible, c'est qu'on a une croyance en la méritocratie, on n'a pas une croyance en la méritocratie, on croit, on ne croit pas. Donc est-ce que la méritocratie peut se démontrer? Est-ce que ce n'est plus seulement qu'un acte de foi? Ça, c'est vraiment un vrai problème maintenant. Alors, dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long, les lectures politiques de la méritocratie. Alors, il y a trois questions, évidemment. Comme disait, voilà, effectivement, vous avez trois questions. D'abord, vous avez la question du problème je dirais, de l'émancipation sociale. Hein. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui va jouer beaucoup? En fait, c'est, dans le fond, la question méritocratique historiquement. Je crois que Henri-Michel Wenger l'a bien montré dans son cours, c'est que vous avez le retour de la question méritocratique à chaque fois que vous avez un débat sur l'émancipation sociale. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment au cœur de ce débat sur l'émancipation sociale. On s'aperçoit que, dans le fond, ce qui va beaucoup jouer sur, dans le fond, comment dirais-je, la représentation du monde et des institutions, c'est pas tellement les catégories socio-professionnelles objectives, c'est plutôt la prise en considération de sa mobilité, de sa dynamique, et on n'est plus dans une logique de classe, on est plutôt dans une logique de classement. Alors c'est là le problème, c'est que vous avez un regard qui est porté sur l'ensemble de la société, mais aussi sur les autres. C'est-à-dire que c'est un classement relatif, et c'est donc beaucoup plus une logique de classement avec tout ce que cela comporte de mise en cause des institutions qui va jouer, et notamment l'institution scolaire. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont réussir. D'ailleurs, mon collègue Valère l'a montré, vous avez un relatif affaiblissement du lien statistique entre l'origine sociale et... le niveau de diplomation et la position sociale occupée. Ce qui est quand même très significatif et très éclairant dans le débat actuel, c'est qu'effectivement, vous avez
un décalage entre, en quelque sorte, la capacité de réussite et l'utilité de l'institution scolaire en tant que telle. Donc vous avez tout ce mécanisme à la fois, je dirais, de disqualification des institutions méritocratiques ordinaires que constitue l'école, et les universités et les grandes écoles, et en même temps la prise en considération de réussites qui sortent du système et qui sont dans le fond déconnectées de cette méritocratie officielle. Et on le voit très bien, notamment dans les générations, notamment de jeunes immigrés, avec certains qui vont vous dire très simplement, moi je n'ai pas fait de grandes écoles, mais j'ai ouvert 2-3 boutiques, et aujourd'hui je gagne 3 fois ce que gagne un polytechnicien, etc. Voilà, donc voilà. Alors que voilà, j'ai mes copains qui ont fait des écoles, et aujourd'hui ils traînent avec des petits emplois précaires, etc. Donc vous avez tout ce phénomène, si vous voulez, de classement et de regard aussi et ça c'est quand même un phénomène d'individualisation qui est très fort sur la société elle-même. Ensuite, la deuxième question, évidemment, c'est la question du consentement à l'inégalité et à l'obéissance. Parce que du coup, ça pose la question de savoir, suffit-il d'être élu pour mériter de diriger ? Et là, on l'a bien vu pour l'élection présidentielle. On a un exemple absolument magnifique avec des acteurs politiques qui ont dit « Oh, mais l'élection présidentielle ne résout rien ». Donc défiance, ça va loin quand même, parce que là, on est dans une logique qui commence à devenir totalement arbitraire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre républicain ou vraiment démocratique. On commence à prendre une position extérieure en disant « oui, tout ça c'est très bien, mais il y a de l'abstention, il y a du défaut ». Voilà, donc c'est pas voilà, donc dans le fond, est-ce que le président récemment élu, dans le fond, mérite de diriger vraiment, quoi. Voilà, est-ce qu'il représente vraiment les aspirations du peuple? Vous voyez, on retrouve ce problème défiance, mérite, fracture anthropologique entre deux visions du monde. Et donc là, vous avez autre chose qui se joue et qui est redoutable, c'est-à-dire c'est l'affaiblissement d'un lien citoyen. Donc je parlais de l'affaiblissement de la représentation, je dirais du discrédit des institutions, du non-respect vis-à-vis des institutions. Mais vous avez, on le voit très très bien au niveau local. Moi j'ai eu l'occasion de faire des enquêtes sur les maires, et notamment dans les petites communes, et on voit bien ce problème, ce délitement aussi de la citoyenneté, où le citoyen se transforme de plus en plus en consommateur. C'est-à-dire que c'est le registre de la consommation qui l'emporte, avec, dans le fond, l'idée que, comme disait un des Gilets jaunes, après tout, le président de la République, c'est un de mes employés. Donc voilà, donc moi j'ai payé, donc j'ai le droit. Donc on est un peu comme, je dirais, le consommateur dans un supermarché, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment c'est fabriqué, on n'a pas vraiment confiance, mais ce qu'on veut, c'est du pouvoir d'achat pour acheter un produit qu'on aime bien. Mais dans le fond, voilà, sans se lier, sans considérer qu'on est lié par les autres et aux autres. Donc là, il y a un vrai phénomène, si vous voulez, aussi qui renforce un peu cette idée d'anomie qui concerne une bonne partie de... En fait, pratiquement la moitié des enquêtés sont plus ou moins anomiques en France. C'est-à-dire ce sont des gens qui s'associent, qui s'intègrent dans aucune communauté, qu'elle soit nationale, linguistique, religieuse, etc. Donc contrairement à ce qu'on dit souvent, on n'est pas dans une société où il y aurait des communautés versus la République, on est dans une société où il y a plutôt des communautés versus les anomiques. C'est beaucoup plus comme ça que ça se joue. Et puis évidemment, alors dernier point, j'espère que je suis... c'est donc effectivement la question du lien sociopolitique pour terminer. Donc c'est un programme de travail aussi, donc c'est parfois un petit peu flou sur les bords, mais parce qu'on est en train de travailler là-dessus, donc c'est un petit peu un programme de recherche. À partir du moment où vous avez une défiance aussi par rapport à la rationalité, vous avez une réfutation de la science et de la technique, surtout de la science, plutôt du raisonnement scientifique, qui repose fondamentalement sur l'idée probabiliste, parce que globalement, la science, ce sont des probabilités. Après, on pourra en discuter, mais globalement, c'est ça. Et bien, vous avez, si vous voulez, un double mécanisme. Alors, soit, et ça concerne surtout les catégories populaires, je dirais, une dérive vers le fatalisme, c'est-à-dire l'idée de chance. Et là, on retrouve la méritocratie. Ça ne sert à rien de se fatiguer. De toute façon, dans la vie, tu as de la chance ou tu n'as pas de chance. Si tu n'as pas de chance, ce n'est pas la peine. Tu pourras faire toutes les études que tu veux, tu auras tous les diplômes que tu veux, ça ne sert à rien, si tu n'as pas de chance, c'est foutu.
Bon. Donc il y a l'idée de fatalisme qui est quand même assez présente, donc l'idée de chance. Mais inversement, vous avez, si vous voulez, l'imputation personnelle. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous avez effectivement un mécanisme qui consiste à personnaliser. Et on retrouve le complotisme, on retrouve l'idée d'identification, enfin disons de pseudo-identification de pouvoirs obscurs et occultes, ou au contraire, une identification obsessionnelle sur c'est à cause du président, ou c'est à cause du, je sais pas, de tel député ou de tel chef de parti, etc. Donc vous avez un phénomène d'imputation personnelle qui joue. Donc le problème, il est là. Donc on est au cœur un petit peu du... Donc vous voyez, je suis un peu parti de la méritocratie, j'élargis un petit peu le débat, évidemment, je sors un petit peu, mais en même temps, vous voyez, on retrouve tout ce phénomène où, dans le fond, la méritocratie relève plus, finalement, d'un système de croyance et, finalement, et je terminerai là-dessus, d'une société où, dans le fond, il y aurait peut-être un peu trop de solidarité organique et, je dirais, fonctionnelle, comme dirait Durkheim, mais pas assez de solidarité mécanique. Et donc là, on est un peu à la croisée des chemins. Et je dois dire que, enquête après enquête, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu observer se confirme. Donc on est quand même dans une période non seulement de recomposition, mais je dirais de profonde interrogation sur, je dirais, les fondements même, au moins de notre système sociopolitique. Voilà, je vous remercie.